Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bonjour Cécile de Ménibus. Bonjour Philippe David. Il faut que je vous annonce quelque chose quand même, parce qu'on a une vraie voix qui revient pour la seconde fois, Oui. qui est un expert en vidéo, puisque vous savez qu'il y a la barre aujourd'hui. Pour la deuxième fois, parce que seconde fois, ça veut dire qu'il n'y en aura pas trois. La deuxième fois. Ça ne dit rien. À mon avis, on annonce une mauvaise nouvelle. Pour la deuxième fois, et qui est expert en VAR, comme il est président d'un grand club de rugby, et qui, après avoir réanalysé le qui c'est qui qu'il a dit de ces dernières semaines, trouve qu'il y a des choses qui sont pas claires dedans, et j'ai dû lui apporter mon soutien, puisqu'il y a, à mon avis, des connivences arbitrales dans ce côté-ci du studio. Vous le répétez, mais c'est faux. Mais oui, pour une c'est faux. fois, je ne suis pas en cause. Je suis désolé, cher Philippe, ça n'est pas des connivences. Ça n'est pas des connivences, c'est une accusation de ma part. C'est une raison pour laquelle je suis revenu. Parce qu'on est quand même dans un régime démocratique. Regardez. Les bras m'en tombent, regardez. J'ai bien vu qu'il y avait une relation tout à fait particulière entre notre ami Philippe Bilger et Cécile, qui était assumée en plus, qui faisait que nous avec Françoise. Mais qui n'a rien. On était un peu relégués. Mais arrêtez de vous plaindre tout le temps. L'amour, c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est karmique. Qu'est-ce que je vous dise? Est-ce que tu es obligé c'est de la mécanique quantique, vous ne pouvez pas faire cette comprendre. espèce de débrief permanent que tu fais avec Philippe, même pendant l'émission? Pour nous, le simple petit commun des mortels, regardez, c'est un peu agaçant. Tu sais, excusez-moi. Que c'est de la jalousie, c'est pas tout à fait faux d'ailleurs. Cette petite voix comme ça de Calimero. Et tu sais que moi je l'embauche immédiatement chez nous au Nouveau Front Populaire. Je te le dis tout de suite, il est excellent en syndicaliste, revendicateur de mauvaise foi. Françoise, il faut être honnête, dans Nouveau Front Populaire, ce qui me gêne le plus, c'est le terme de nouveau. Non, ce qui me gêne, c'est populaire. Un petit peu de boulot. Et le mot front, parce que pour avoir un front, il faut avoir du cerveau. Oh, qu'est-ce que vous êtes méchants, les droitistes, je peux plus vous voir. Il faut aimer. Allez. Oh, ça y est, ça commence. On a déjà 10 minutes en vue devant. Allez, sérieusement les amis, parce qu'il s'est fait quelque chose samedi, sommaire de cette émission. Le grand débat du 17h30, nous y sommes les amis. C'est parti pour le gouvernement Barnier. 39 ministres et secrétaires d'État issus d'une grande majorité des rangs de macronistes et LR. Cette nouvelle équipe comporte peu de figures de proue des précédents gouvernements d'Emmanuel Macron. Alors parlons vrai, est-ce que le manque de poids lourd est un handicap ou est-ce que c'est plutôt un atout puisqu'il n'y aura pas d'ambition présidentielle au sein du gouvernement? Et à cette question, est-ce un gouvernement par défaut? Vous dites oui à 84%, vous voulez réagir? Aude, comme toujours, attend vos appels au 0826 300 300. Et le coup de projecteur des vraies voix, vous le savez, c'est 18h30. Éric Ciotti rend sa carte de LR. L'ancien président des Républicains dit quitter une équipe compromise. Selon lui, plusieurs membres de son ancien parti font partie aujourd'hui de ce nouveau gouvernement, à commencer par l'ancien président des sénateurs LR, c'est Bruno Retailleau. Alors parlons vrai, est-ce le coup de grâce pour LR tiraillé entre le RN et Emmanuel Macron? Y a-t-il encore un espace politique entre les macronistes et le RN? Démission de Ciotti, participation au gouvernement, est-ce la fin de LR? Vous dites oui à 4%, vous voulez réagir? Encore et toujours le 0826 300 300. Et c'est Guillaume Bernard, politologue, qui sera avec nous pour commenter cette info. Allez, on vous souhaite la bienvenue. Les vraies voix jusqu'à 19h. C'est lundi, tout va bien. Les vraies voix Sud Radio. Et vous avez reconnu cette voix suave. Philippe Bilger est avec nous. Voix suave. Allez, ça commence. On va mettre des coches. Double saisissement en entendant les questions dont on va Je n'y peux débattre. rien si les gens se tripotent quand ils entendent Philippe Bilger. Il me parle de ma voix, ma Excusez-moi, je me sens mal. Être franc, il ne parle pas de sa suavité. Ah si. Si, absolument. Si, ça Ah vous si, on l'a assure vu que à si. Saint-Gaudens. Hein. Oui, on Non, l'a mais vu. je suis ravi d'aller à Toulouse demain avec Cécile en particulier. Parce que vous voyagez en plus demain. Oui, absolument. D'accord. Voilà. Et par contre, pas en petit camping-car, en avion. Celui qui n'attend pas son tour pour parler, François Rivière est avec nous, président de l'USAP. Et de l'Institut des politiques locales. C'est beau, je trouve ça. C'est bonsoir. Et vraiment très content et fier d'être parmi vous. Il n'y avait pas ça avant, là, c'est nouveau ça? Ouais. On rajoute? En 15 jours. Ça y était déjà. 15 jours, il a rajouté les trucs. Moi, je suis très contente de voir mon copain. Françoise de Gaulle est Je avec suis nous. contente de voir mon copain du Sud-Ouest parce qu'il y a une forme, même s'il est un affreux réactionnaire, je veux dire, il y a un moment donné, on peut arriver à se retrouver en tu vois, la claque, sur la bouffe. Non, mais face à vous, face à l'adversité, là, qu'on a sous les yeux. François sera de monter. Non, pas du tout, mais enfin, la suavité incarnée, ça va. Françoise, excuse-moi, en cas de conflit, je risque d'être du côté de Philippe. J'ai bien compris. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut reprendre une émission normale?
Okay. Sylvain est avec nous, 44 ans, mais on n'est pas obligé de dire l'âge, de toute façon, moi je mens sur le mien, donc ça se trouve, il ment sur le sien, qui habite Megève. Bonjour Sylvain. Bonjour. Bonjour Cécile, bonjour à tout le plateau. Mon cher Sylvain, vous voulez revenir sur la nomination de Didier Migaud au ministère de la Justice? Oui, parce que il me semble que c'est une erreur. Ah, ça démarre bien. Par son CV et ses compétences. Oui. Je le connais un petit peu parce que c'est un maire qui a évolué dans une à 100 mètres de Grenoble et qui a aidé le monde du ski alpin à l'époque où j'en faisais. C'est un député qui a eu un seul mandat, qui a fait ensuite la Cour des comptes, la Haute Autorité de la Transparence de la vie publique, etc. Et qui aujourd'hui se retrouve à la justice, alors qu'il n'a aucune compétence dans ce domaine, mis à part qu'il a été à un moment marié avec une notaire. Ah oui. Donc, c'est vrai que vu comme ça... Oui, Philippe. Non, mais une vraie question, parce qu'on a une ministre de l'Éducation qui n'est pas du milieu de l'éducation, un ministre de la Justice qui n'a rien à voir avec la justice. Est-ce que ça pose question ou pas? Mais alors, tout de même, Dieu sait que Didier Migaud a été 10 ans premier président de la Cour des comptes et je suis persuadé qu'il a quelques notions juridiques et de toute façon... On me dire que je regrette sa nomination. Après Dupond-Moretti, j'aurais été prêt à accepter même quelqu'un qui sait parfaitement le droit. Non mais honnêtement, on a Très eu vite, souvent Françoise, des ministres de la Justice qui n'étaient pas des spécialistes de la spécialité. Didier Migaud, mon cher ami, une seule vertu, c'est qu'il y a 15 ans, il était encore au Parti Socialiste. Voilà, il ne sert qu'à ça dans ce gouvernement et d'ailleurs, il est numéro 1 dans le protocole. François Rivière et on y va. Et heureusement, on l'a oublié, nous. C'est bien de faire exprimer les territoires, c'est bien qu'il y ait des nouveaux talents. Et il faut lui toutes ses chances. Moi, je crois que ceux qui disent en ce moment qu'il faut donner toute sa chance au produit, c'est ça qu'il faut faire. Merci. Il est moqueur, là, je pense, c'est du second degré. Là. Allez, on en parlera. De toute façon, on en parlera. Sylvain, vous êtes notre vraie voix du jour. On est ravis de vous accueillir. Et puis la Haute-Savoie, passion de la Haute-Savoie, j'ai envie de dire. Ah oui, toute ma vie. Et il a fait du ski. L'important, c'est le planter de bâton, Madame de Bénibus. Monsieur Duss. Non, mais Madame de Bénibus, là. Monsieur Duss, il n'est pas à côté de moi. Tiens, je me ferais bien un petit vin chaud, moi j'aurais dit ça. Dans un instant, les réquisitoires du procureur. Un ministre qui est particulièrement compétent au domaine. Ah, bah écoutez, on verra, on en parlera. Du planté de bâton, vous voulez dire, ou du planté de compte public? Allez, Philippe, le procureur. Michel Barnier ne sera pas candidat en 2027. On en parle dans un instant, on fait une petite pause, c'est notre première pause. Et déjà, on est content de la voir. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Quand un lundi commence par Philippe Bilger, Françoise Degois, François Rivière, on se dit que la semaine devrait bien se passer. Ah oui. Voilà. Oui, ou mal. On sait pas, bien se passer, ça dépend de quel point de vue. Pour une fois que j'allais pas dire ça. C'est vrai. Je voulais rester positif. Exactement, c'était hyper gentil, Françoise. Oui, c'était... Non, mais parce que j'ai pas confiance. S'il vous plaît. T'as un côté Front Populaire pour moi, enfin bon. Non, comme disait ma grand-mère, gentil n'a qu'un œil, tu sais. Quand Cécile de Ménibus, moi j'en ai deux, regarde. quand Cécile de Ménibus commence à faire des compliments, j'ai peur. Mais ils étaient justifiés en plus. Ben oui, c'était bien. Bon, c'est pas grave. Un peu trop généreux. Ouais, voilà, je pensais que je l'avais incarné, que ça allait négocier. Voilà. Bref, heureusement que Félix Mathieu est là pour remonter le niveau. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Les 3 mots dans un instant. Passage au pouvoir, ou plutôt en l'occurrence les 3 adjectifs censés qualifier le nouveau gouvernement: irréprochable, modeste et respectueux. Tout l'inverse des vrais tout un voix. programme. Allez, tout de suite, la parole est au procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et Philippe Bilger, vous avez décidé de faire de la concurrence à l'émission C'est votre avenir de Marie et d'Alexandre Delovan, puisque vous faites la prédiction que Michel Barnier ne sera pas candidat en 2027. Absolument. Et si je perds le pari, j'invite tout le monde dans un très bon restaurant. Quand vous dites tout le monde, c'est les auditeurs aussi. Je réfléchirai sur Françoise parce que je ne veux pas avoir de joute idéologique durant le repas. Mais plus sérieusement, dans une pizzeria j'ai du coin. trouvé Michel Barnier très bon hier soir. Malgré le peu de pertinence, je trouve des questions de la housse. Mais je l'ai trouvé très bon et notamment lorsqu'il annonce
qu'il ne sera pas candidat en 2027 et bizarrement au risque d'être accusé de naïveté une nouvelle fois, je pense qu'il dit la vérité et qu'il ne sera pas candidat en 2027 pour des raisons à la fois personnelles et politiques. Mais c'est évident, de toute façon, il ne peut pas être candidat en 2027 parce que tous les grands fauves sont dehors. Écoute, à un moment donné, il y a un marché et puis tu peux pas le découper en morceaux. Quand il y a sur les rangs déjà Gabriel Attal, le chouchou, mais je vois que ça baisse un peu. L'astre d'Attal baisse un peu chez Philippe Bilger. Je m'inquiète un peu pour Gabriel. Mais c'est lui qui change un peu. Donc, quand vous avez Gabriel Attal, vous avez Édouard Philippe, Magazin, vous avez Laurent Wauquiez, et puis voilà. Donc évidemment qu'il ne peut pas être. Vous l'avez trouvé vraiment pertinent. Moi, j'ai trouvé vraiment. On pourra en rediscuter tout à l'heure. J'ai trouvé très bon aussi. Non, pas du tout. Vraiment, l'homme qui arrive, qui promet tout et qui ne tiendra absolument rien. Autant promener le chien. On va tout. On va améliorer la réforme des retraites. Il y aura peut-être des impossibles, tout ça. Tout ça, c'est de la com. Mais bien sûr que si. Écoutez, on en reparlera. On s'est pas planté pour Attal. J'avais raison. Normalement, vous devriez m'inviter à déjeuner. Je vous avais dit que ça durerait moins d'un an. La faute de la dissolution. Mais attendez, François, c'est pas de sa faute quand même. Voilà, c'est ça. Bon, il a montré son caractère en moi, je pense, n'en déplaise à monsieur le procureur, que c'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. Et qu'on sait jamais ce qui va se passer. Qui aurait dit que Balladur 2 ans après allait être Chirac, à être candidat face à Chirac. Voilà. Donc on ne sait jamais ce qui va se passer. Et vous voulez que je vous dise, cher Philippe, c'est peut-être une bonne chose que quand même il réussisse et que le cas échéant, il puisse être un candidat dans 2 ans. Ah oui. Parce qu'à un moment donné, d'abord, c'est un peu le retour de prof, c'est le retour de nos papas. Moi, ça me va bien, cette France-là aussi. C'est cette France qui a de l'expérience, qui connaît les territoires. Et donc, oui, il l'a dit hier, mais c'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. Oui, mais François, la situation, une seconde, de Balladur et la sienne n'ont rigoureusement rien à voir. Mais enfin, en plus de ça, les amis, écoutez, vous faites comme si on était dans une situation normale, comme si ce gouvernement n'était pas vulnérable, il est à la merci du Rassemblement national, il est à la merci des gros fauves qui sont à l'extérieur. Enfin, vous délirez ou bien on va faire semblant de faire comme si nous étions dans une situation normale, que tout était normal et qu'on était en train d'analyser un truc normal. On a 1 an à patienter. Mais il faut bien qu'ils tiennent parce que sinon ça valide d'instabilité en instabilité. Il n'y a pas 1 an à patienter. Donc il faut tenir pendant mais je suis très positive en disant que j'espère qu'il va tomber très vite. Mais moi je suis très positive. C'est ce que j'appelle la politique du pire. Mais c'est pas la politique du pire, on s'en fout de la droite. Moi, je m'en fous des hausses d'impôts pour les classes moyennes, parce qu'évidemment, il tiendra pas ça. Je m'en moque de la pensée de Bruno Retailleau sur le plan sociétal. Vivement que ça tombe. Allez, voilà. Françoise, c'est bon. Pour aller en file là. On y va, on est déjà en Caraïbes. Tout de suite, les 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont irréprochables, modestes et respectueux. On parle de moi. Oui, c'est tout nous, effectivement. C'est tout nous, mais aussi la consigne de Michel Barnier à ses ministres ce matin avant le gros des passations de pouvoir. Bruno Retailleau arrive à l'intérieur en répétant 3 fois « rétablir l'ordre ». Comprennent bien. Et Dupond-Moretti quitte la justice en avertissant son successeur Didier Migaud que ce serait une trahison de raboter le budget. Geneviève Darrieussecq à la santé annonce qu'elle ne va pas faire de miracle et qu'elle n'est pas une fée. On va rire. Quant à la nouvelle ministre de l'Éducation, Anne Genetet, critiquée pour son peu d'expérience sur le sujet, elle invoque sa grand-mère, sa tante, sa belle-mère ou encore sa sœur qui était institutrice. Nous voilà rassurés. Les vraies voix Sud Radio. Un petit café pour faire connaissance. Michel Barnier réunissait ses ministres, ses secrétaires d'État à Matignon ce matin au petit déjeuner. L'occasion de leur faire passer quelques consignes, être modeste, irréprochable, respecter tous les petits, agir plutôt que communiquer. Ensuite, c'était donc le premier conseil des ministres à l'Élysée avec le président Macron cet après-midi. Mais avant ça, il y a eu les passations de pouvoir, comme ici par exemple Bruno Retailleau arrivant au ministère de l'Intérieur. La politique de la majorité nationale avec 3 priorités. Vous les retiendrez facilement. La première, rétablir l'ordre. La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre. Bruno Retailleau qui s'est sans doute laissé influencer inconsciemment par Emmanuel Macron. Ça, c'était il y a quelques mois. La leçon que j'en tire, c'est l'ordre. Voilà. Quant au ministre sortant de l'Intérieur, Gérald Darmanin, eh bien, il a semblé vouloir comme fendre l'armure au-delà des sujets régaliens. Je m'appelle Gérald Moussa Jean Darmanin. Mon père, à la maternité de Valenciennes, voulait écrire Moussa Darmanin, du nom de mon grand-père, ailleurs algérien qui avait servi la France. Il est assez évident, si nous sommes honnêtes, que si je m'étais appelé Moussa Darmanin, je n'aurais pas été élu maire et député
et sans doute n'aurais-je pas été ministre de l'Intérieur du premier coup. Il faut regarder les choses en face. Gérald Darmanin ce matin en quittant le ministère de l'Intérieur. Ah, dites donc, frappé par la grâce, Gérald Darmanin, ça alors vraiment, non mais qu'est-ce que c'est cette com à la... Enfin moi je trouve que c'est une communication, c'est un peu misérabiliste déjà, je trouve. Petit et puis deuxièmement, il n'a jamais montré autant d'humanité en tant que ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Donc d'un seul coup, il se radoucit, il s'attendrit, il nous explique que c'est tellement difficile de porter un prénom qui n'est pas un prénom français. J'aurais aimé qu'il le dise quand il était en fonction. Non, jamais comme ça. Il a été un des rares ministres qui a sauvé l'honneur. Mais jamais comme ça. Enfin Philippe, écoutez, vous pouvez pas dire ça. Il a eu des propos extrêmement durs. Pardon, ma chère Françoise. J'ai mis une idée contraire à la vôtre. Ok, je suis d'accord avec vous, mais il n'a jamais eu ce discours un peu misérabiliste et larmoyant sur je ne serai jamais arrivé parce que je m'appelle Moussa. Les amis. Excusez-moi, s'il vous plaît. Ses ascendants. Les amis, on va retourner sur excusez. Bruno Retailleau. Et on ça. réécoute ce qu'a dit Bruno Retailleau. 3 priorités. La première, rétablir l'ordre. La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre. Ça vous rappelle rien ? Ça a fait tilt dans la tête de Philippe David. On écoute. Programme, premièrement, le plein emploi. Deuxièmement, plein emploi. Et troisièmement, plein emploi. Mais je suis d'accord. Moi, j'ai tout de suite pensé à la zizanie avec Louis de Funès. D'accord, ok, bien sûr. Vous trouvez que les dérisions dont on accable Bruno Retailleau depuis qu'ils ne sont pas suffisantes, vous éprouvez le besoin d'en rajouter? Excusez-moi, de Funès, c'est valorisant pour moi. Excusez, on imagine un ministre de l'Intérieur qui arriverait du laxisme. Mais je comprends, Philippe. J'aime beaucoup cet être je sais, mais vous aimez cet être, mais on a le droit aussi de ne pas apprécier un certain nombre de ses positions. Vous voulez que je vous dise, de toute façon, du fin fond de la France dont nous sommes tous issus, tout ça, c'est des éléments de com', ça n'intéresse pas les gens. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on se mette au boulot, que ça bosse, et qu'on voit comment on répond au problème des Français. Et le problème des Français, il est effectivement du pouvoir d'achat. Deuxièmement, il est d'avoir un niveau les bas salaires qui soit un petit peu plus haut pour avoir une vraie différence par rapport aux minima sociaux. C'est bon, les amis. Et voilà, il faut se bouger les coucougnettes maintenant et se mettre au travail. Il faut se bouger, il ne reste plus beaucoup de temps. S'il vous plaît. Tu as vu la grippe il y a 15 jours quand j'étais venu. Et donc tu étais très fatigué, pardon, je dis plus rien. Non, parce que sur sa santé. Félix peut pas travailler. Donc. Pendant ce temps, Éric Dupond-Moretti a semblé mettre la pression sur son successeur au ministère de la Justice. Et oui, c'est un spécialiste des comptes publics, Didier Migaud, qui devient donc garde des Sceaux. L'ancien socialiste s'est spécialisé avec les années sur les questions d'économie d'argent public, de lutte contre les gaspillages. Il est passé par la Cour des comptes et on dirait bien que ce CV ne rassure pas son successeur, Éric Dupond-Moretti, lui qui se targue d'avoir obtenu une hausse du budget de la justice. Il est indispensable, monsieur le garde des Sceaux, que la loi de programmation pour la justice que j'ai portée et qui a été très largement votée par le Parlement en octobre dernier soit respectée. Je le dis sans embâche, une trahison de cette loi serait un signal dévastateur adressé à tous ceux qui servent notre justice. Et pas sûr que la réponse du nouveau ministre de la Justice, Didier Migaud, l'ait beaucoup rassuré. Je souhaite qu'une mission ouverte, les méthodes, mieux travailler, mieux gérer. Ce n'est pas seulement une question de moyens, même si les moyens, bien sûr, sont essentiels. Et je le dis à l'heure où la situation des comptes publics impose vraisemblablement à notre pays fort collectif. C'est une question de volonté. Bon, on comprend quand même que ça va pas être champagne et caviar tous les jours dans les tribunaux, ni d'ailleurs sur les plateaux de repas des hôpitaux à entendre la nouvelle ministre de la Santé, Geneviève Darrieussecq. Excusez-moi de vous dire, mais que je ne ferai pas de miracle, que je ne suis pas une fée. Et ils vont tous nous retrousser les manches et travailler en responsabilité. Pas de miracle, comme l'avait déjà dit Michel Barnier à l'hôpital peu après sa nomination ministre. Enfin, la ministre de l'Éducation, Anne Genetet, a semblé vouloir prouver sa légitimité à ce poste. Oui, certains font remarquer que l'ancienne députée macroniste des Français de l'étranger était spécialiste des questions de défense peut-être, mais pas que ça des questions éducatives en revanche. Alors qu'à cela ne tienne, Anne Genetet nous a quasiment sorti son arbre généalogique. En entrant dans ce ministère, je pense à mon arrière-grand-mère, je pense à ma grand-mère, je pense à ma belle-mère, je pense à ma tante, à ma sœur, qui furent toutes AESH, institutrices, professeurs, directrices d'école, principales de collège. Je pense à cette lignée de hussardes de la République qui m'ont fait tant aimer
notre école. Voilà, les instits, ça la connaît, Anne Jeuneté. Elle a précisé aussi qu'elle avait eu des enfants. J'ajouterais que son Renault Espace était peut-être assuré à la Maïf. Merci beaucoup Félix Mathieu. Allez les amis, dans un instant, top départ officiel donc pour ce gouvernement Barnier. Après le premier conseil des ministres aujourd'hui à 15h, le Premier ministre a invité ces derniers à rester irréprochables et modestes, Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que le manque de poids lourd est un handicap ou un avantage, puisqu'il y aura peu ou pas d'ambition présidentielle en 2027? Et à cette question, est-ce un gouvernement par défaut? Vous dites oui à 85%, vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On fait une petite pause, on revient dans un instant avec nos vraies voix jusqu'à 19h. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix jusqu'à 19h. 0826 300 300. Vous voulez parler aux vraies voix? Vous avez le droit. Françoise de Gaulle est avec nous, Philippe avec nous, François Rivière et Philippe David, bien entendu. On est ensemble jusqu'à 19h. Ne perdons pas de temps, tout de suite le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. À Matignon, les ministres du gouvernement Barnier, très majoritairement issus de la Macronie et de la droite, font leur rentrée. Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il dissous l'Assemblée nationale? Il y a des bizarreries dans ce gouvernement. Il y a un ministre du budget qui a été battu aux élections, on ne sait pas pourquoi il revient. Alors manifestement, il fallait être de droite. Manifestement, avoir fait la manif pour tous était un critère très favorable pour remonter en haut de la liste. C'est inadmissible ce qui se passe. Les Français aujourd'hui se sentent floués. C'est une gifle au peuple français qui est effectuée. On a fait quand même le Front républicain et on se retrouve ce soir avec un affront républicain. Et donc c'est parti pour le gouvernement Barnier. 39 ministres et secrétaires d'État issus de la grande majorité des rangs macronistes et LR. C'est une équipe qui comporte également très peu de figures de proue des précédents gouvernements d'Emmanuel Macron. Alors parlons vrai, est-ce que ce gouvernement vous paraît solide? Est-ce que pour vous, il peut durer dans le temps ou est-ce qu'il va tomber au budget ou un peu plus tard? Et à cette question, est-ce un gouvernement par défaut? Vous dites oui à 85%, vous voulez qu'il tienne ou vous pensez non, qu'il faut mieux aller au clash tout de suite? Venez nous le dire au 0826 300 300. Philippe Bilger, gouvernement par défaut, oui, non? Alors je discuterai pour une fois la formulation de Sud Radio. Je ne vois pas pourquoi on parle de gouvernement par défaut. C'est un gouvernement, ça n'est pas parce que Laurent Wauquiez n'est pas dedans que c'est un gouvernement par défaut. Il est parfaitement cohérent et solide. Alors, il ne sera pas sans doute permanent. J'admets qu'il est fragile. Mais il n'empêche qu'il peut durer, sauf si évidemment on lui fait la torture chinoise entre le Rassemblement national et le nouveau Front populaire. Il peut être victime d'une coalition de gens qui ne souhaitent pas que la France réussisse. Ça, après tout, c'est possible. Mais sinon, le gouvernement lui-même, même si je trouve qu'il y a trop de macronistes, moi je le trouve pas si mauvais que cela, et même avec d'heureuses originalités, mais j'arrête là, Cécile, sinon je serai trop long, contrairement à François Sante, à notre ami François qui n'est jamais trop long. Prends du temps pour tes petits copains. Moi, honnêtement, j'entends ce que vous dites, c'est surréaliste. On est en train de commenter un truc, vous parlez de majorité, vous dites un gouvernement, et moi je suis tout à fait d'accord avec la question, au contraire de Sud Radio. Bien sûr que c'est par défaut. Parce que les Républicains vous représentez en gros 5% de l'électorat, vous avez été battus à 2 reprises, les macronistes pareil, et tout le monde se retrouve au gouvernement. Donc oui, bien sûr que c'est un gouvernement par défaut. C'est un gouvernement qui n'a même pas de majorité relative. Vous additionnez honnêtement, le Front populaire en a plus et le Rassemblement national. Non. Mais écoutez-moi, Philippe, je veux bien que vous soyez dans cette joie séraphique, que la droite, ayant été battue, laminée et n'existant plus, se retrouve avec Michel Barnier et votre ami Bruno Retailleau. J'entends tout ce que vous voulez dire, mais évidemment, c'est exactement comme si vous aviez une pyramide qui était montée à l'envers sur la pointe. Comment voulez-vous que ça tienne? Au moindre coup de vent, ça va tomber. Et c'est heureux. Et pas parce que je veux pas que la France réussisse. Parce que ça ne peut pas fonctionner, en plus avec la recette. Mais ça, c'est mon point de vue. Voilà. François, vous savez, on ne parle pas très souvent de l'expérience belge. Elle n'a pas eu de gouvernement pendant 470 jours, il y a 3 ans. Oui. Et ils s'en sont très bien portés. Quand on demande aux Belges, parce qu'en fait... Il ne pouvait faire en sorte que de reproduire le budget précédent par 12e. Aucune nouvelle dépense supplémentaire. Aucun remplacement de fonctionnaires qui partent à la retraite. Ça a été la période
dont reconnaissent les Belges qu'elle a été le plus économique finalement pour le pays. Donc moi, ce que je pense simplement, c'est qu'il nous faut en ce moment des ministres pour expédier les affaires courantes et mieux si possible, et d'attendre la prochaine dissolution pour qu'il y ait une vraie majorité. Pour vous, elle est inéluctable, la solution? Ou alors, si ça tient... Moi, j'ai une thèse. Je pense que si ça passe budget, ça tiendra jusqu'au printemps. Est-ce que si ça tenait au printemps, Emmanuel Macron pourrait penser, on peut pas dire, je laisse faire comme ça. Honnêtement, c'est pas faux. Honnêtement, on peut échafauder tous les scénarios. On peut aussi dire que le 31 octobre, il n'y a pas de budget, donc on se retrouve avec le budget de l'année précédente. Mais on a un problème là-dessus. Moi, je suis d'accord avec ce que vous dites. Premièrement, mais la Belgique n'est pas notre régime. Déjà, c'est un régime parlementaire, donc on peut pas comparer à chaque fois avec l'Allemagne. On s'en rapproche de plus en plus d'un mais on régime peut pas comparer. On a un régime présidentiel. D'ailleurs, c'est ça aussi le problème et la solution. Et le problème, c'est que c'est ce président qui a tout décidé du début jusqu'à la fin. Et deuxième point, reproduire le budget d'une année sur l'autre, c'est valable en temps de pas crise. Nous avons 100 milliards d'économies à faire jusqu'en 2027 pour entrer dans les clous. Donc il est impossible de reproduire le budget de l'année précédente parce qu'il faut trouver 30 milliards d'économies. Sauf qu'en reproduisant le budget de l'année précédente, déjà tu fais entre 15 et 20 milliards d'économies. De facto, Françoise. Non, c'est absolument... Je sais pas ce que dit Moscovici. De mon temps de parole, cher Cécile, parce que sinon Françoise, c'est Françoise qui accapare tout. Non, mais pas du tout. Ça, c'est une légende. C'est une légende. Françoise, partage tout, sauf les élections, mais on représente quand même la moitié de ce gouvernement. Je vais te chronométrer pour voir tes introductions et combien le fait. Philippe Bilger. Ne perdons pas de temps. Sinon, on parle. Oui, mais bon, sinon, on va au 0826 300 300, ça réagit beaucoup. Avec Sylvain qui est avec nous. Sylvain. Oui. Votre avis, est-ce que c'est un gouvernement finalement par défaut, selon vous? Je pense que c'est un gouvernement par défaut pour 4 raisons. La première raison, c'est qu'effectivement, Macron n'a pas choisi ce gouvernement. Il aurait préféré des gens de son équipe. Il l'a pas fait parce qu'il a compris qu'il était plus majoritaire. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que le parti de Marine Le Pen, le Rassemblement national, a mis quand même une épée de Damoclès sur ce gouvernement et à tout moment se donne la possibilité d'une censure. À savoir qu'à gauche, c'est exactement pareil. Ensuite, je pense que, comment dire, un gouvernement qui met 51 jours avant de naître, c'est qu'il y a une crise, c'est qu'il n'y a pas d'évidence, c'est ça que vous voulez dire. Voilà, qu'il n'y a pas d'évidence, et que rien n'est naturel, et que qu'on choisit par défaut. Par défaut. C'est intéressant ce que dit notre auditeur Sylvain, parce que c'est très très malin sur Emmanuel Macron. Je pense que il a raison. Je pense que jusqu'au bout, Emmanuel Macron s'est dit qu'il pouvait nommer, en tout cas, un Premier ministre qui était encore plus proche de lui idéologiquement. Et en fait, il a rompu, il a arrêté. Mais je pense qu'il a cherché ça jusqu'au bout. Et la présence, et moi je rejoins Philippe Bilger, c'est extraordinairement choquant de voir le nombre de macronistes. Tous ces gens-là sont battus. Je parle même pas des LR qui sont pas si nombreux que ça. Les macronistes, vous avez même Laurent Saint-Martin battu aux élections qu'on recycle comme ministre. C'est complètement dingue. Est-ce que 7 millions de voix pour le nouveau Front populaire, 9 millions de voix pour le RN hors Éric Ciotti. Est-ce que vous vous rendez compte, quand vous êtes un électeur, vous regardez ça, vous dites, mais c'est le radeau de la Méduse, tu vois. Les gens sont très contents que le nouveau Front populaire ne soit pas au pouvoir. Parce qu'on nous promettait... Lesquels gens beaucoup, les tiens, beaucoup. Je peux vous assurer, Françoise, qu'avoir échappé à Lucie Castet et au nouveau Front populaire qui n'aurait jamais eu de majorité à l'Assemblée, c'est tout de même une bonne nouvelle. Pour une majorité de citoyens. C'est votre écosystème. Il y a quand même du monde du côté de la gauche. Mais enfin, vous délirez ou quoi? Il y a un tiers de ce pays est à gauche, au minimum. Donc arrêtez de dire... Mais arrêtez de... Jamais le nouveau Front populaire n'aurait eu la majorité à l'Assemblée. Attendez de voir Matignon 2, vous verrez ce que va faire la social-démocratie éventuellement avec la Macronie. Arrêtez, vous ne pouvez pas être péremptoire comme ça. Ben si, jamais... Ben non, vous verrez. Moi, je pense qu'on n'est pas au bout du processus. Les amis, on a encore un auditeur qui veut intervenir. Pierre. De Montèche. Bonjour. Bonsoir, oui, de Pierre. Montèche. Bonjour. Eh bien, écoutez, on reprend presque tous les mêmes et on recommence. Voilà. Voilà. Et je pense que M. Barnier a eu une influence du président Macron pour faire son gouvernement. Mais Pierre, ça veut dire que vous vous sentez trahi ou pas? Ah oui, moi, oui, non.
Écoutez, il dit qu'il va alléger la retraite, il va voir le 64 ans, non, il va faire quelques petites réformes dessus. Et vous savez, quand vous êtes dans le bâtiment, que vous avez commencé à 18 ans et que les métiers de bouffe, etc., et qu'il vous faut attendre 64 ans pour porter des assiettes ou monter des parpaings, là, un peu à travers de la gorge, vous voyez. Je rebondis sur un mot, 39 ministres, c'est-à-dire qu'on doit faire des économies, 39 ministres. Comment est-ce qu'on fait? Parce que je me pose une question. Attendez, le cabinet américain, c'est immuable, il y a 15 ministres, c'est comme ça depuis des décennies et des décennies, plus de 300 millions d'habitants. Non, mais c'est parce que est-ce que là, il n'y aurait pas des économies à faire? Mais vous avez des gouverneurs, non mais Philippe, vous ne pouvez pas comparer, vous avez l'administration fédérale, centrale, d'accord, mais vous avez quand même, les États sont gérés par des gouverneurs. J'aimerais qu'on ne compare pas et qu'on plaque pas 39 ministres, ça n'est pas assez énorme. Moi, je pense pas, parce que vous avez 16 ministres de plein exercice, avec des périmètres très larges, je pense avec 15 ou 20 conseillers. 39 ne me paraît pas être pléthorique, en fait. À partir du moment où Françoise contredit ce que vient de dire Philippe, je suis assez d'accord avec elle. Non, mais vous n'êtes pas d'accord, Philippe? Non, mais je suis totalement d'accord. Ministre délégué, secrétaire d'État, excusez-moi, avec de nouvelles dénominations qui, si elles sont rendues effectives, sont très intéressantes. Excusez-moi, on a connu l'époque où on a même eu un ministre du temps libre. C'est complètement surréaliste. Ils ont plus de 300 millions d'habitants aux USA. Attendez, ils ont plus de 300 millions d'habitants. On a 2,5 fois plus de ministres qu'eux. Ça vous pose pas de questions. Mais je vous répète que ça ne peut pas être comparé. Les États-Unis sont administrés par des gouverneurs avec une autonomie de l'État. Et le système fédéral ne fonctionne pas de la même manière. C'est comme comparer avec l'Allemagne. C'est sur le vrai prix sujet derrière tout ça, c'est la réforme sur le train de vie de l'État. Oui, c'est ça, c'est ce que ça coûte. Qu'avait commencé Nicolas Sarkozy, il faut lui rendre honneur de ce point de vue-là. Il avait commencé vraiment à remettre sur la table les politiques publiques pour être économe. Pardon, voilà. Est-ce qu'on peut se poser la question? On a beaucoup parlé du président du Conseil économique et social. Bon, Conseil économique et social. On parle beaucoup du Haut Commissariat sur la planification. Moi, il y a beaucoup de sujets sur lesquels. Alors, je pense que de mettre sur la table la réforme de l'État pour avoir un État plus économe, avec des dépenses plus centrées, qui peut donner plus de sous à ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire la police, c'est-à-dire la justice, c'est-à-dire la santé, c'est-à-dire l'éducation. Il devrait y avoir dans les ministères, si tu veux, je pense qu'il devrait y avoir des ministères qui seraient juste sacralisés, sur lequel effectivement il faut qu'il y ait sur le régalier, il faut qu'il y ait et objectivement, et pour le reste, il faut faire des coupes sombres. Moi, François, moi j'interviens, je m'info avec la RGPP, la révision générale des politiques public de Nicolas, celle dont vous parlez. Nicolas Sarkozy. C'est pas du tout ça. Il a supprimé. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Je vois tes petits yeux. Je vois tes petits yeux méchants. Je dis rien parce que je vais me faire gronder. Il faut vraiment être sérieux. Il faut vraiment être sérieux. La RGPP, c'était un désastre pour la police. Et ça a été un désastre. Carrément 40 000 ou 50 000 postes étaient supprimés. Ça a été un désastre. Nous en parlions avec Philippe David qui connaît très bien ce sujet. Écoute-moi. Ça a été un désastre pour les douanes. Ça a été un désastre pour les services vétérinaires. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec. Donc, c'est pas raison. Mais si, donc c'est une erreur. La façon dont ça a été fait est une erreur. Vraiment, moi je crois. Peut-être la façon. N'empêche que le vrai sujet. Oui, la pensée, je suis d'accord. C'est quand même le François, vous aurez remarqué que réduire le temps de vie de l'État, beaucoup de gens sont d'accord. Mais lors des campagnes présidentielles ou législatives, qu'on demande, même à la droite, qui est par présomption plus intelligente, eh bien, où réduirait-elle? Les gens sont incapables de vous le dire. Parce qu'ils se rendent compte qu'en réalité, il n'y a pas un département où on peut réduire. Je vais dire, pour les élus, demande demain matin à des élus de dire peut-être que les conseils départementaux plus les conseils régionaux. Ce qu'avait voulu faire Nicolas Sarkozy justement en mettant un élu régional unique, ça semble être une bonne idée, d'autant que ça permettait peut-être de mieux payer les élus qu'on avait. Celui qui l'a fait, c'est François Hollande, par exemple. Il a groupé les régions, ça a été une levée de bouclier. Si, ça a fait des économies. Hollande a fait d'énormes économies sur, par exemple, les salaires des ministres. Il a baissé de 30% d'abord son propre salaire et le salaire des ministres. Vous aviez des ministres délégués avec Nicolas Sarkozy qui gagnaient 11 000 ou 12 000 euros par mois. C'est descendu à 7 ou 8 000. Il y a eu des choses qui ont été faites, vraiment. Moi, c'est de la com. Non, c'est pas de la com, c'est la réalité. Avec l'interdiction de prendre plus de. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Et brillants, il faut les payer raisonnablement. Oui, donc, moi, je suis pas d'accord avec donc tu peux pas vouloir une chose et l'autre. Il y a des très bons, il y a des très bons ministres, il y a des très bons
qui sortaient de l'inspection générale des finances et qui ont accepté de réduire de 30% leur salaire avec Hollande. C'est pas vrai. Le premier étant Emmanuel Macron, d'ailleurs. Faut pas oublier de dire que les ministres et les secrétaires d'État, ils bossent quand même beaucoup. Comme des fous. Merci, Cécile de Ménibus, comme des dingues. Moi, j'ai été conseillère, je vous assure, on a en 3 ans de gouvernement, on a pris 15 jours de congé. Donc, ce discours sur le train de vie, j'ai du mal vraiment parce que c'est H24. Quand vous voyez les pays européens, pas le train de vie, c'est les ministres. Non, mais on parle du train de vie de l'État. Voilà. Et de voir, si on pouvait vraiment faire un audit à mon nez. Moi, je vais parler du sport notamment. Nous, dans le sport, on a vraiment besoin d'une concentration des moyens. Oui, t'as raison, bien sûr. Pour aider les petits clubs, pour aider les territoires. Chez nous, c'est indispensable parce qu'on a un rôle éducatif qui est sans nul autre pareil par les temps qui courent. Non, mais sur le doublant des élus, t'as raison. Concentrer les moyens. Non, mais t'as raison sur le doublant des élus. Et donc là-dessus, si ces sujets-là, on n'arrive pas à les mettre honnêtement sur la table, là, ça va être très compliqué. Et je crains que dans les mois qui viennent, ce soit compliqué de réformer ça. Et là où je crois, on a François, une seconde, on est toujours en face, éviter les doublons. Je suis frappé de voir à quel point on croit qu'en cumulant les fonctions et les services, on réduira. Alors que je pense que vraiment, on pourrait mieux faire fonctionner, par exemple, le département judiciaire. Ça, c'est très clair. Ouais, après, tout le monde veut s'attaquer à ça. C'est comme les gens qui veulent changer la Constitution. Vous savez, Mitterrand était le champion de ça, le coup d'État permanent, et puis il s'est glissé dans les chaussons de la 5e, et chacun fait ça. Nicolas Sarkozy, François Hollande, on va faire la grande réforme institutionnelle. Finalement, tout le monde se sent très heureux dans ce statut délirant quand même, et les pouvoirs délirants du président de la République. Donc c'est pareil pour la révision des comptes publics. D'une manière générale, il y a une administration, un sujet qui envahit tout. Regarde dans les hôpitaux, les ARS, bureaux que de médecins. D'accord, ils ont fermé des urgences tout l'été. Tout le monde le sait. Mais il y a un peu de ménage à faire quand même. Non, mais bien sûr. Les ARS hospitaliers, il était atterré, papa, les dernières années, sur le fait qu'il y avait plus de monde dans les bureaux que pour soigner les clients objectivement. On est tous d'accord là-dessus. Tout ça parce qu'on a mis un carcan administratif, mais qui est sans précédent. Allez les amis, dans un instant, le qui c'est qui l'a dit avec Sylvain. Vous avez remarqué qu'on est tous les 4 d'accord quand même, tous les 5 on est d'accord. Sur l'hôpital, on est tous d'accord. Je pense qu'il y a... Non, mais il y a un front commun sur l'hôpital. Sylvain, vous restez avec nous, vous êtes notre vraie voix du jour. Et ce sera honnête aujourd'hui. Je peux juste rajouter un élément pour la discussion d'abord. Parce qu'on est très tard déjà. Voilà, très vite. Moi, il y a une chose qui me paraît hyper importante à observer dans ce futur gouvernement, c'est que nous avons été habitués par Nicolas Sarkozy et par la première partie des mandats de Macron à l'hyper-présidentialité, c'est-à-dire que le président qui décide tout. Et à mon avis, ce qui va être intéressant, c'est d'observer si Barnier respecte la Constitution et donc applique l'article 20, et que le président, lui de la République, applique l'article 5, et que chacun ait son secteur. Ça va être très intéressant à observer. Et Sylvain a de répondre à cette question. Ce qui sera très intéressant, c'est de savoir qui va gagner ou qui c'est qui l'a dit. Oui. Je pense qu'en matière d'actualité, là, on est à fond dedans. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Merci pour votre témoignage. Sylvain, vous êtes notre vraie voix du jour. Vous jouez contre les vraies voix d'aujourd'hui. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On est très content dans les vraies voix puisqu'on donne la parole à tout le monde, et ça c'est bien, avec François Rivière qui vient pour la 3e fois. C'est Deuxième. C'est bien. Deuxième. Et Ça se passe bien. Il est tout content, même si j'ai un tout petit temps de parole. Parce que je passe après Françoise qui quand même... Non, ça c'est le gimmick, ça y est. Le cas échéant, après ton petit protégé qui est Philippe. Non, mais moi je voudrais poser une question à votre épouse, François, qui est là. Est-ce qu'à la maison il a du temps de parole? Non. Oui, non. Oui. Non, c'est pas ça la question. C'est ma chérie d'amour. La question qu'il faut lui poser, c'est est-ce qu'il fait Calimero comme ça à la maison? Parce que là vraiment, depuis. Chérie, tu m'as demandé de passer le balai, je l'ai fait. Tu m'as demandé de débarrasser la machine, je l'ai fait. Laisse-moi sortir avec mes copains. Mesdames, n'oubliez pas que j'ai 3 filles en plus de ma femme. Oh là, c'est génial. C'est un papa-fille, j'adore. C'est une caserne, ça. J'adore. C'est comme mon père. Papa-fille, j'adore. Mon Dieu. Allez, Françoise de Gaulle est avec nous. C'est ça. Et Philippe Bilger, bien entendu, et Sylvain. Sylvain, je vous demande de lancer le jingle, s'il vous plaît. Chers auditeurs, c'est parti pour le grand quiz. Les vraies voix Sud Radio. Le quiz de l'actu. Ça, c'est du lancement. Moi, j'ai le prénom de celui qui va vous remplacer, Philippe. Qui l'a dit, mon cher Sylvain? 3 points. La France de Thomas Joly, de la cérémonie d'ouverture des JO, n'est pas représentée dans ce gouvernement. Sylvain.
C'est un sénateur. Je sais qui c'est. Je peux dire? Attendez, Sylvain Vous avez la Langauchat. réponse ou pas? Non. Yann Brossat. Bonne réponse, Absolument. Yann Brossat qui marque 3 Sénateur points. communiste. Enfin, non, Françoise de Gaulle qui marque 3 points, pas Yann Brossat. On a bien la Qui récupérer les c'est questions. qui l'a dit à 2 points? Et ça commence. Nous pourrions voter la motion de censure même si elle est proposée par la France insoumise. Mais ça ne veut pas dire qu'on pense que Sébastien Delogu est devenu un intellectuel ou que Sandrine Rousseau est raisonnable. Sylvain. Jacobelli. Bonne réponse, c'était ce matin sur Sud Radio. François et Philippe, on vous entend plus là. Question. J'ai décidé de laisser gagner. Ouais, c'est la grandeur de la droite, tu sais. Question, qui c'est qui l'a dit? 3 points. Nous ne souhaitons pas d'augmentation des impôts. Ce n'est pas un dogme, ce n'est pas un totem. Sylvain. Et il a le même prénom que vous. Sylvain Maillard. Bonne réponse. Oui. Alors ça, c'est Ah du... là, Ouais, tu on fais... lui a donné, hein. On l'a donné, hein. Ah. Mais bon, c'est normal, c'est l'auditeur. Il respecte l'auditeur, c'est bien, tout à fait. Philippe. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Ça leur fait mal de dire Ah ouais. ça. Il respecte l'auditeur. Qui c'est qui l'a dit? Et je vous préviens, la François Rivière a un avantage parce qu'il y a du patois savoyard. Qui c'est qui l'a dit sur Michel Barnier? Il a des convictions, il a une histoire, c'est un négociateur, il est patient. Il m'a dit qu'en patois savoyard, on dirait « j'ai tâché moyen de faire mieux ». Ah là, Sylvain. Laurent Wauquiez. Non. Raffarin. Bonne Raffarin. réponse, Jean-Pierre Raffarin. Pierre Raffarin. La pente est raide. Qui c'est qui l'a dit? 1 point. La nomination de Michel Barnier est une sorte de braquage en bande organisée. Sylvain. C'est quelqu'un du RN sans doute. Non, Pas du tout. populaire. Pas du Oui. tout. Je sais. Non. c'est Manuel Roussel, Bompard. non? Bonne réponse de Françoise de Gois. Ah ouais. Oui, Manuel Bompard. Qui marque 1 point. Sacré Qui c'est qui l'a dit à 2 points? C'est nous qui déciderons si le gouvernement a un avenir. Sylvain. Ça, c'est le RN, c'est donc Bardella. Non. Sébastien C'est le Chenu. RN. Non. Jacobelli. Non. Marine Le Pen. Non. Evelyne Diaz. Plus petit. C'est Plus petit. Edwige. Edwige Diaz. Non. Plus petit. Plus petit en Un taille. homme. Tanguy. Bonne réponse de Françoise de Gois. Tanguy. Il a un humour, ce Tanguy. Ils l'ont tous dit au RN. Ouais. Ah, Sylvain, on dirait François points. Rivière, Ouais, tiens. donc il y a contestation. Je suis d'accord. Question, qui c'est qui l'a dit? Point. On est dans un gouvernement choisi et décidé par Emmanuel Macron pour continuer la politique macroniste. Il fut, il ne sera bientôt plus. Ah ben il n'est plus. Redites, je pense à un socialiste fort. Non. On est dans un gouvernement On a choisi et parlé de décidé lui. par Emmanuel Macron pour continuer la politique macroniste. Jean-Pierre Raffarin. Non. C'est pas Cazeneuve. Mais c'est Édouard. Non, On a parlé de lui dans l'intro des vraies voix. Oui, pour Bravo, le deuxième Jean. débat. Un deuxième débat, parce que... Bon, la Langauchat, on sait pas. Il a quitté son parti. Ah, mais c'est moi qui l'ai dit en premier. Je l'ai dit. Non, tu l'as rien dit. C'est qui en premier? C'est fini. C'est qui en premier, moi, Maxime? C'est moi. C'est Françoise de Gaulle. Non, mais c'est Eh Françoise. oui, voilà, Françoise. Ah bon, bah, qui a écoutez, dit quoi? Alors, Elle a est-ce que dit tu peux- François de Gaulle. Ouais. Alors, est-ce que tu peux me faire les comptes, s'il te plaît? Écoutez, je fais les comptes. Françoise de Gaulle a gagné avec point. Sylvain, point. Philippe Bilger, 3 points. Quant à François Rivière, le silence est d'or. Mais parce que je suis le petit dernier, donc moi il faut que j'apprenne. Moi, il faut que j'apprenne, mais c'est pas grave. Je serai patient. Calimero, quoi. Calimero. Je serai patient, j'attendrai mon tour. Et je sais que tôt ou tard, J'adore. les petits seront les grands. La prochaine fois, je vous achète une coquille d'œuf que je vous mets sur la tête. J'attendrai. C'est un peu ça. Merci 1000 fois, Sylvain. Vous Merci, avez été Sylvain. un excellent auditeur. J'aurai en Ouais, tout cas votre c'était bien. participation et bravo à ce jeu. Et puis vous êtes un bon animateur. Envoyez votre CV. On vous embrasse très fort. Merci beaucoup. On fait une petite pause. Le journal, la météo. Et puis on revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Ici, on compte bien sur nos doigts. 1, 3, ils sont bien là. Filger, de Gaulle et François Rivière, président de l'USAP et de l'Institut des politiques locales. C'est quoi l'Institut des politiques locales, François Rivière? C'est un institut qui a pour but de mettre en valeur les bonnes pratiques. J'en avais marre après 30 ans de
de vie au cœur des territoires. Françoise avec vous Qu'on ne parle pas toujours assez. Non, jusqu'à maintenant, ça allait bien parce que je ne l'avais pas connue, Françoise. C'est vrai que mais je reconnais qu'il y aura un avant et un après. Oui. Tu vois, c'est d'abord croisé Trump aux États-Unis. Il y a un avant et un après. Françoise, c'est pareil. J'adore. J'adore me faire chambrer avec autant d'humour. Moi, je voulais absolument qu'ils se font des choses remarquables dans les territoires. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et l'Institut des politiques locales, c'est un institut de promotion des politiques réussies. On parle toujours, tiens, on parlait de l'argent tout à l'heure, mais aussi de l'argent qui parfois est très bien dépensé, très intelligemment. Et il faut savoir, dernière chose, qu'une ville, contrairement à ce qu'on pense, c'est un qui est toujours en mouvement. C'est une question courte, hein, donc... Ah bon? Donc on ne peut plus poser. Moi je crois que c'était Philippe et moi jusqu'à la fin de l'émission. Que François c'était terminé. C'était un sujet intéressant. Vous la démago en action, mais regardez. Les amis, vous laissez des messages sur notre répondeur 0826 300 300. Oh, j'en peux plus. Allez, on l'écoute. Oui, bonjour. Laurent de Montpellier. Alors, le nom de la place à Lyon, pour moi, n'a rien à voir avec Gisèle Pélicaud, parce que l'abbé Pierre et elle-même n'avaient aucun lien. Donc, je l'appellerai plutôt cette place pour débaptiser l'abbé Pierre, place des femmes martyrs. Voilà, place des femmes martyrs, parce que, après tout, elle, ce n'est pas la seule, malheureusement, ayant subi des choses dégueulasses, quoi. Voilà, donc, place des femmes martyrs, je pense que c'est mieux que Gisèle Pélicaud. C'est bien, hein. Merci. Et merci Laurent. Oui, c'était pour reprendre l'édito de notre ami Guy Carlier vendredi matin dans le Grand Matin. C'est bien, une place où à Lyon. Qui proposait de place Gisèle Pélicaud. Non, c'est l'édito de... Non, c'est la ville qui cherchait un nom et suite à cet édito de Guy Carlier a proposé Gisèle Pélicaud. Mais moi, je trouve quand même que c'est très fort. C'est beau ce que dit notre auditeur. Moi, ça me touche beaucoup. Ça vient d'un homme. C'est très sensible. Vraiment, moi, ça m'a touché beaucoup. François ? Oui, moi, j'ai aussi... Je suis tout à fait d'accord. J'aime bien le nom d'Emmaüs. Moi, je ne sais pas pourquoi ils ne garderaient pas ce nom d'Emmaüs. Il s'appelle Emmaüs. Non, ils enlèvent l'abbé Pierre, ils gardent Emmaüs. Non, mais c'est pour une place. C'est pour une place. Mais de manière générale, parce que c'est valable pour la même chose en ce moment. On a tendance un peu vous écoutiez pas là. L'abbé Emmaüs, ça marcherait pas. Non, mais place Emmaüs, mais sauf que Emmaüs a un autre sens. C'est bien pour les femmes, moi, je trouve. Non, mais par contre, vous avez raison. C'est pour les femmes. Place des vraies voix. On nous a amené un joli gâteau que Philippe est en train de piquer sur le plateau. C'est pour ça que bref, ça vous intéresse pas ce que je dis. Vous savez quoi ? Quelques secondes, chère Cécile. Bah voilà, c'est ça. Il voit un gâteau, donc il perd le fil de l'émission. Mais qu'est-ce que vous faites, Philippe Bilger ? Un gâteau. Qu'est-ce que vous faites, Philippe Bilger ? Je sais pas. J'ai vu arriver un gâteau. Un gâteau à la broche. C'était un gâteau qu'on a rapporté. Vous êtes au courant que la direction ne veut pas qu'on mange là-dessus. On va se faire lourder par Patrick Roger. Il aura raison. Mes amis, vous savez qu'on est à l'antenne là et que ça c'est de la cuisine interne et que ça n'intéresse personne. J'ai rien dit, ne me regardez pas comme ça, méchamment. Sauf que c'est votre qui a fait ça, donc évidemment, vous cherchez une autre victime expiatoire. Comme François Rivière n'a rien fait, c'était pour justifier ma petite absence de quelques secondes à ta question. Allez, les enfants, dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Après le mien, parce que je vais finir par en faire un, moi. Mais je vais pousser un coup de gueule sur ceux qui confondent juste coach sportif et terroriste. Allez, on en parle dans un instant. À tout de suite. Petite pause. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Autour de cette table, affinée comme des couteaux, Philippe Bilger, Françoise Degois, François Rivière, président de l'USAP, entre autres. Et bien entendu, avec Philippe David, on est ensemble jusqu'à 19h. Et en parlant de Philippe David... Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village et ce soir, ce sera probablement un clocher chrétien maronite puisque ce coup de gueule nous emmène au Liban. Au risque de passer pour un vieux réac, il y a pour moi des limites à l'indécence et toutes les limites ont été dépassées depuis les opérations anti-pagers et talkie-walkie menées par Israël contre le Hezbollah. La dernière de ces indécences qui m'a laissé pantois était de voir ce week-end sur la chaîne d'info BFM TV l'interview d'un membre du Hezbollah se plaignant de son beeper qui lui avait explosé dans la main avec un bandeau intitulé « Accrochez-vous bien », Hadi, formateur département sportif du Hezbollah. Manifestement, certains au sein de cette rédaction ont oublié que le Hezbollah est une organisation terroriste et classée comme telle tant par la France que par l'Union européenne. Faut-il avoir une once de vergogne pour interviewer avec compassion un membre du Hezbollah le lendemain de la liquidation par Israël d'Ibrahim Akil, le numéro 3 de l'organisation terroriste, impliqué dans l'assassinat de 58 parachutistes français lors de l'attentat
l'attentat du Drakkar le 23 octobre 83 à Beyrouth. Comment expliquer l'absence de réactions outrées à cette interview d'un terroriste? J'en arrive à me féliciter que certaines chaînes d'information n'aient pas existé il y a 80 ans, auquel cas certains seraient peut-être allés à Dresde au lendemain du bombardement pour interviewer avec compassion un quelconque Heinz Müller ou Jürgen Schmidt en arguant sur le bandeau de leur qualité de coach ou de meilleur buteur de l'équipe de football des jeunesses hitlériennes de Dresde. Pour conclure, merci à Israël d'avoir fait le boulot que la France aurait dû faire depuis 40 ans avec Ibrahim Akil, et assez de compassion pour des assassins, surtout quand ils ont le sang de soldats français sur les mains. Et pas que. Oui. Moi, je suis d'accord avec vous, Philippe, mais au-delà de votre coup de gueule, parfois, je suis un peu gêné lorsque j'éprouve une sorte de joie mauvaise devant la mort de quelqu'un que je n'aime pas, et je me dis, est-ce qu'on nous entraîne pas dans un cycle horrible? Non, moi, vraiment, Philippe... non, mais pas là, en l'occurrence. Vous savez que quand ça ne me plaît pas, vos coups de gueule, je le dis, mais là, il n'y a absolument rien à rajouter. C'est honteux, la façon dont ça se passe. C'est honteux. Alors, c'est honteux. Comment est-ce que c'est possible déjà qu'une chaîne aussi professionnelle que BFM ne fasse changer ce bandeau? Ça me paraît complètement délirant. Ça, c'est le premier point. C'est l'inversion de tout. On parle maintenant d'un État terroriste israélien. Je ne suis pas, moi, dans la jouissance du fait que les gens soient morts. Je suis dans l'idée que, de toute façon, c'est une guerre, et que cette idée de dire que parce que des peurs ont explosé, des talkie-walkie ont explosé, il y a une escalade, ça me paraît honteux. C'est-à-dire que depuis le 7 octobre, je vois bien un glissement, mais qui est lié... Moi, je connais cette région, j'y ai vécu, je connais très bien le Liban, bien sûr, Israël et la Palestine, mais il faut quand même si on n'y a pas vécu, se plonger, essayer. Tout ça est lié à la méconnaissance. Je pense que le bandeau, c'est le stagiaire, en fait, la vérité, sûrement. Ou le jeune sorti. Mais donc, ça veut dire que même le Red Chef qui a 30 ans, mais même le Red Chef qui a 30 ans, finalement, ça le choque même pas, parce qu'il a complètement zappé dans le flot. Qu'est-ce que le Hezbollah? Comme on a zappé, qu'est-ce que le Hamas? Quand on a donné pendant des mois et des mois les chiffres sortis du ministère de la propagande du Hamas. J'attends de voir la fin de l'acte de guerre qui est dramatique pour les Palestiniens, mais c'est honteux comment les choses sont traitées. Et tu as absolument raison, Françoise, et tu avais absolument raison, Philippe. Je pense qu'on partage tout ta colère, ton coup de gueule. Tout ça, une fois de plus, c'est quand même très très inquiétant pour l'état de cette partie du monde. Oui. Et ce qui va se passer dans les années qui viennent, parce qu'on n'en voit pas la fin. On n'en voit pas la fin. Ça qui va être difficile. Moi, j'ai un copain mais de toute diplomate. façon, de désarmer les terroristes, on est tous d'accord pour dire que. Ouais. J'étais à l'ONU il y a quelques années. J'ai un copain diplomate américain qui est pas l'ambassadeur des États-Unis, mais qui est un diplomate qui travaille à la représentation, qui regardait, qui m'a dit: tu te rends compte qu'on va mourir tous sans avoir vu la résolution du conflit israélo-palestinien, alors qu'on a tous tellement cru en 93 entre Arafat et Rabin. Voilà. Merci Philippe David. Tout de suite le tour de table de l'actu de nos vraies voix. J'ai partant pour le 5e tour. Non, il faudrait sérieusement penser à agrandir la table. Aventure. Le tour de table de l'actualité. Et on démarre avec Philippe Bilger. Oui. Oui. Ah bah allez-y, vous partez comme ça au quart de tour. Très rapidement, il y a des phrases comme ça, présidentielles en l'occurrence, qui sont des banalités. Et elles sont nécessaires, mais elles ouvrent davantage de questions qu'elles n'offrent de réponses. Lorsque Emmanuel Macron dit qu'il faudra repenser notre relation avec la Russie après la guerre, qui peut n'être pas d'accord avec ça? Mais on a envie de lui dire, mais comment faire arrêter la guerre? Comment faire advenir la paix? Et donc, à moins que vous ayez des idées lumineuses sur ce sujet, j'avoue que cette phrase d'Emmanuel Macron, pour être banale, ouvre plus de mystère pour moi qu'elle n'offre réponse. Vous savez à quel point je critique le président de la République, et à quel point sur la question de l'Ukraine, je ne le critique pas. Je pense qu'il fait ce qu'on fait en diplomatie, c'est-à-dire on pose des jalons, on pose des petits cailloux. Je sais qu'il a été extrêmement critiqué sur l'Ukraine, je le redis, ce domaine-là, j'ai toujours soutenu Emmanuel Macron, parce que je pense qu'il fallait jusqu'au bout essayer avec Poutine, et que c'est pas la peine de se foutre de lui pour ça. Là, il dit, il faut repenser, il pose des cailloux, voilà. On est dans une situation gelée, mais il met des petits cailloux. Je peux pas le critiquer pour ça. François Rivière. Oui, on est tous d'accord. On peut pas le critiquer pour ça. Je pense que tu as absolument raison. Il va bien falloir penser à l'après. Et d'ailleurs, c'est valable. Monsieur Barnier l'a dit hier par rapport à Israël et la Palestine.
Il faudra bien quand même qu'on trouve une solution d'une coexistence pacifique de deux États. On en parle effectivement depuis 40 ans, mais il va bien falloir trouver la solution. Celui qui la trouvera, chapeau. Ils avaient presque réussi, mais en réalité, le problème, c'est qu'Israël et la Palestine souffrent de la dégradation de leur classe politique. Et donc, tant qu'on n'a pas exactement la Palestine avec le Fatah, et tant qu'on n'a pas des interlocuteurs politiques fiables des deux côtés, on va rester dans cet affrontement. Je pense que la solution est toujours politique, en fait. Voilà. Françoise Degois, sur un ton beaucoup plus joyeux, on parle des journées du patrimoine qui ont été une vraie réussite. C'est incroyable, ces journées du patrimoine enchantent les Français depuis des années. Cette année, je passais... C'est une invention française devenue européenne aujourd'hui. Exactement. Oui, c'est vrai, c'est une très bonne idée française. Comme la fête de Ligue d'ailleurs, qui est devenue partout en Europe. Et c'est vrai que là, je voyais tous les maires des petits villages, etc., sur X, depuis ce matin, se réjouir avec des augmentations. Vous vous rendez compte qu'à la bibliothèque François Mitterrand, 15 500 visiteurs pour visiter la bibliothèque, la salle Richelieu, c'est quand même extra. Non, c'est la Bibliothèque nationale de France, pardon. La BNF. Pour la BNF. Et je voyais mais des gens, la petite chapelle d'Auricourt, je dis ça, je ne sais même pas où ça se situe. D'autres avaient fait visiter des friches industrielles dans le sud de la France. Je trouve ça génial. Alors, je vois bien l'intérêt politique que peuvent en tirer les gens comme Éric Zemmour en disant c'est dire à quel point les Français sont attachés à leurs racines, à leur identité blanche et chrétienne. Pas du tout. Je pense que les Français sont très ouverts et ils sont extrêmement attachés à tout ce qui fait la France. Ça ne les empêche pas d'être ouverts et progressistes. En gros, d'aimer la cérémonie de Thomas Joly et d'adorer la petite chapelle romane du coin. N'empêche qu'ils ont une grande curiosité. Vous qui faites partie du patrimoine français, Philippe Bilger. Bien sûr, moi-même, j'ai partie du patrimoine. C'est ce qu'il vient de dire. Compte tenu de mon grand âge. Cécile dit que tu es très très jeune et que tu es en pleine forme. Mais c'est pas sur quelle... Vous avez vu comment elle me traite quand je fais des bêtises. Oui, mais en même temps, elle t'a un joli gâteau pour toi. Ça a un peu diminué votre jalousie, j'espère. Non, mais sérieusement, on peut être d'accord avec Éric Zemmour, il y a probablement un peu de ça, mais une infinie curiosité du citoyen français pour ce qu'il ne connaît pas naturellement et qui lui donne une image de la France qui lui enlève peut-être les fantasmes qu'il peut avoir sur un monument ou certaines notamment, tu penses à l'Élysée, par exemple, il bat des records chaque année. C'est notre histoire, c'est notre identité, ça fait partie de notre culture et c'est très très bien de l'entretenir et d'être fier de notre pays. Je voudrais réagir sur quelque chose. Vous qui êtes président d'un grand club de rugby, l'USAP, est-ce qu'un stade, pour vous, ça fait partie du patrimoine culturel ? Bien sûr, et d'ailleurs, Aimé Giral est appelé la cathédrale. Oui, c'est vrai. Et c'est un stade de cœur de ville. Et j'insiste beaucoup sur le fait que ce stade reste en cœur de ville. Moi, je n'aime pas les stades qui sont en périphérie des villes. Comme Mayol, moi, d'ailleurs. Je pense, alors, c'est pas simple comme Mayol. C'est pas simple en termes de parking, de circulation. Bon, c'est pas simple. Mais moi, je pense qu'un stade, ça fait partie du cœur qui fait vivre la ville. Et on n'appelle pas la cathédrale le club, j'espère. Non, mais Geoffroy Guichard, par exemple, a été visité. À chaque match, j'ai les frères de l'abbaye de la Grâce qui viennent. Donc très souvent, il y a l'évêque qui est à côté de moi, frères de l'abbaye de la Grâce, qui sont parmi les plus enthousiastes, qui viennent assister à tous mes matchs. Et d'ailleurs, en ce moment, j'ai besoin de toutes leurs prières parce qu'il faut qu'on remonte au classement. Donc, je leur ai dit, cher Cécile, d'essayer de renforcer leurs actions de grâce en faveur de l'USAP. Parce qu'on en a besoin. Il ne faut rien mettre de côté. Et attention à tous, nous inaugurons notre nouvelle pelouse samedi à Aimé Giral. Et j'ai essayé de faire une cérémonie œcuménique. Ça, c'est quand même très drôle. Où j'ai invité toutes les communautés religieuses, c'est-à-dire musulmanes, juives, protestantes et catholiques. Et bouddhistes, tous les représentants seront là. Toujours les bouddhistes. Mais toujours les bouddhistes. À Perpignan, j'ai pas encore identifié un responsable vous allez en trouver en particulier. Mais tu vois, pour que chacun soit là et pour souhaiter les meilleurs auspices à notre nouvelle pelouse, Aimé Giral, qui sera, pardon de vous le dire, la plus belle pelouse du top 14. Ça m'a toujours fait marrer d'entendre des gens qui disent on va inaugurer ma pelouse, comme si je disais inaugurer ma moquette. Non mais c'est beau. Non mais les journées du patrimoine, parce que non mais c'est beau ce que c'est en pleurer ce que je viens de vous dire. C'est ce que dit François. Vous allez voir. Non mais François, c'est beau sur le personnes qui vont pleurer devant cette nouvelle pelouse samedi. Et si vous voulez venir, vous serez les bienvenus. Vous verrez ce que c'est. Les chanoines, ils montent en chair. Attention, François Rivière monte en chair. Et l'évêque en personne, Monseigneur Cher sera là, et il y aura toutes nos actions de grâce en faveur. Et peut-être même, oui, je pense, une forme de bénédiction pour l'ensemble de cette saison. Moi, j'adore. Il est à la recherche de tout. Il est à la recherche de tout pour voir
faut le mettre aux finances, parce qu'il va demander de l'argent à tout le monde. Il faut le mettre au théâtre, surtout. François Rivière. Moi, honnêtement, regardez quand même. De grâce. Moi, le ministère des Actions de grâce, ça aurait de la gueule. Regarde quand même sur Twitter, vous allez voir les monuments qui sont visités quand même par les gens. C'est génial. Des friches industrielles, c'est génial. C'est-à-dire que on revivifie des endroits où il y a des gens qui ont souffert, il y a des gens qui ont travaillé, il y a des ouvriers, les mines. Mais moi, ça me touche. Regardez les entreprises, les entreprises du patrimoine vivant qui ont montré leurs ateliers et tout, c'était vachement intéressant. J'adore. Vous êtes allé visiter un monument, Philippe, à part moi? Non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai honte. Le patrimoine, en dehors de celui que je constitue, je n'y vais pas. Allez, dans un instant. Et ce soir d'ailleurs, c'est la nuit du rugby sur Sud Radio de 19h à 20h, de 20h. 21h, pardon. Absolument, et on vous le rappellera parce que ça va être un grand moment, bien entendu. Et dans un instant, avec François Rivière, on reviendra sur la drogue dans le rugby, un sujet très intéressant. Et on s'est toujours dit que ça n'arrive jamais. Et si ça arrive, c'est dramatique. Allez, on en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les amis, bienvenue dans Les Vraies Voix. On est ensemble chaque jour du lundi au vendredi de 17h à 19h. Et on est ravis d'accueillir, bien entendu, tous les jours dans cette belle équipe. Philippe Bilger qui est avec nous, Françoise Degois, François Rivière, président de l'USAP. Et juste autour de table de l'actu de François Rivière, un sujet grave, la drogue dans le rugby. Oui, c'est la drogue, c'est l'alcool, c'est les violences. C'est de dire que ces phénomènes qui étaient rarissimes autrefois deviennent malheureusement un petit peu plus fréquents et sur lequel je pense que tous les clubs, parce que c'est le problème des clubs, c'est pas que le problème de la Fédé ou de la Ligue, c'est le problème de tous les clubs et de tous les petits clubs amateurs, parce qu'en fait ces sujets ont tendance maintenant à se généraliser ou être plus importants chez les tout petits clubs, notamment dans les formations. Alors comment on l'explique ? Comment on explique que ce sport universitaire qui a fait naître en tout cas Je pense, mais Philippe en parlerait mieux que moi, que c'est un sujet de société. Je pense que c'est un sujet d'éducation, c'est un sujet de famille. C'est-à-dire que maintenant on a de plus en plus de gamins qui sont un peu livrés à eux-mêmes. Deuxièmement, c'est un sujet lié à l'argent. Il y a de l'argent dans le rugby maintenant. C'est un sujet lié aux médias, lié aux réseaux sociaux, lié à toutes les tentations qui n'existaient pas quand on était plus gamin. Est-ce que je peux poser une question, mon cher François? Est-ce que c'est un sujet qui est lié à la demande et à l'exigence de performance surtout? Oui, mais bien évidemment. Parce qu'il y a un rythme de fou, non? Mais bien évidemment. Les joueurs de rugby, notamment pour mon sport, ont un rythme qui est considérable. C'est combien de matchs, par exemple? Je suis au Stade Toulousain, je fais combien de matchs? Si tu veux, il y a avant phase finale, il y a 26 matchs sur la saison. Ça, les matchs européens, plus donc il y a facilement une quarantaine de matchs. Voilà. Donc tu peux partir sur 35-40 matchs par an. Donc tout ça, il y a cette performance-là, c'est évident. Mais il y a aussi l'arrivée de l'argent. François, pardon, je suis étonné que ce que vous décrivez si bien et qui est triste n'ait pas tellement de conséquences sur le terrain. Je veux dire, je ne connais pas tous les matchs de rugby en France, mais j'ai l'impression que ça ne s'est pas vraiment dégradé. Non, parce que vous avez raison de le dire. Effectivement, on est arrivé à très bien le circonscrire pendant pendant les matchs. Mais en dehors des matchs, on voit de plus en plus. Regardez, il y a 2 ans à Montauban, il y a eu ces 2 joueurs qui ont fait les idiots au-dessus du Tarn, dont un des 2 a sauté et s'est malheureusement tué. On voit des violences dans le contexte familial et conjugal. Bon, tout ça, on voit quand même, alors sans être catastrophiste non plus, c'est pas le sujet, mais on voit quand même qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience. Et notamment, il y a un entraîneur d'un grand club cette semaine qui a dit que c'était pas la peine d'en faire des caisses et de sensibiliser. Moi, je ne crois pas. Moi, je pense qu'il faut au contraire sensibiliser, il faut faire preuve de beaucoup d'apprentissage, et puis, il faut engager les joueurs. Et pour engager les joueurs, déjà, il faut leur apporter des témoignages de ce qui se passe, de personnes qui vont venir leur dire et leur expliquer ce qu'ils ont vécu, quelle était leur expérience, et puis
Deuxièmement, quand on est professionnel, on doit l'être jusqu'au bout des ongles et doivent se soumettre eux-mêmes à un respect de la réglementation. Pour l'alcool, pendant les matchs, c'est évident, mais même en dehors des matchs. Et ça, c'est ce qu'a très bien dit l'UCPR. On s'aperçoit maintenant que même en dehors des matchs, quand tu es joueur professionnel de haut niveau, tu as quand même une forme, objectivement, de conduite à tenir. Et puis, faire en sorte que les clubs aient la capacité, en faisant évoluer nos règlements intérieurs, à pouvoir régulièrement sonder, avec leur accord, les joueurs pour vérifier qu'ils ont une conduite de vie irréprochable. Et je pense, parce qu'il faut savoir une chose, Cécile, et c'est peut-être la conclusion de ce propos, c'est que les joueurs... Merci, chère Cécile. Et en plus, Françoise ne me dit rien, c'est un sujet sportif, donc j'en profite. Si, moi j'adore le sport, mais ça me passionne. Regardez Antoine Dupont, ces joueurs sont de telles icônes vis-à-vis de tous ces jeux. Par définition, il faut qu'ils aient une conduite irréprochable. Parce que... Je vois que le nouveau ministre Gilles Avrousse l'a dit qu'il voulait favoriser l'accès à la pratique sportive développée. Et ben moi, il me tarde de le rencontrer parce que je peux vous dire que j'ai un certain nombre de préconisations à lui faire. Si grâce à vos antennes, mon message peut être entendu par son cabinet, j'aimerais pouvoir lui dire un certain nombre de choses parce que il y a les clubs pro, les clubs riches, entre guillemets, puissants, puis il y a tous les petits clubs. Il serait bien ministre de la jeunesse et des sports, non ? Forment les gamins au quotidien. Moi, j'adore, chère Cécile, quand vous me laissez le temps de parole pour m'exprimer. Hein, cher Philippe ? Non, mais là, c'était super. C'était quasiment un cours magistral. Moi, j'adore. C'est la Sorbonne, j'adore. C'est un discours que vous venez de faire. Non, mais c'était génial. On n'a pas besoin d'interrompre. Moi, j'interromps car c'est bête. Vous voulez que je vous dise, Cécile, l'enjeu, il est primordial. Parce qu'on a un enjeu d'éducation pour ces gamins. Regardez Philippe, vous dites Cécile. Non, mais l'éducation populaire, c'est le sport. Et moi, comme je dis souvent, je préfère voir les gamins en bas de mon bureau à Perpignan s'entraîner avec tous ces jeunes bénévoles pour la plupart, bénévoles pour la plupart les encadrants, que de les voir en train de jouer à la PlayStation ou d'aller casser des voitures. Merci beaucoup, François. Un vrai bel enjeu. Merci beaucoup en tout cas pour ce sujet passionnant. Tout de suite l'info plus avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et le discours Bruno Retailleau provoque beaucoup de commentaires depuis ce matin, et notamment la partie sur la légitimité du nouveau gouvernement. Oui, on a déjà parlé de son slogan au nouveau ministre de l'Intérieur, rétablir l'ordre et rétablir l'ordre. Mais avant ça, Bruno Retailleau, l'ancien patron des sénateurs, a eu ces mots qui font grincer quelques dents, notamment du côté du nouveau Front populaire. Vous vous souvenez sans doute, la gauche qui s'estimait légitime pour former un gouvernement suite aux législatives. Les Français veulent plus d'ordre dans la rue, d'ordre aux frontières. Et cette demande, elle nous vient pas des Français de droite ou de gauche, elle nous vient de l'immense majorité des Français. Alors bien sûr, on me dit, mais pas de majorité à l'Assemblée nationale. Bien sûr, une Assemblée nationale archipélisée. Quelle politique pouvons-nous faire ? Eh bien, la politique que nous ferons, c'est la politique du peuple souverain. C'est la politique de la majorité, comme disait le général de Gaulle, la politique de la majorité nationale. C'est une légitimité pour agir, quelles que soient les circonstances politiques. La politique de la majorité nationale. Voilà, il l'a dit, il l'a redit. Beaucoup d'internautes, notamment de gauche, se demandent comment on définit précisément cette majorité nationale évoquée par le ministre de l'Intérieur. Son développement est par exemple résumé ainsi sur Twitter par Guillaume Champeau. Retailleau assume être le ministre qui portera les souhaits des électeurs et des députés du RN. Mais c'est ridicule. Cette phrase, ce résumé, lui, il a totalement raison. On voit parfaitement ce qu'il veut dire. Il y a une majorité il suffit de voir les enquêtes d'opinion et les sondages sur les sujets qui lui tiennent à cœur. Il y a une immense majorité qui est parfois battue en brèche par quelques progressistes, mais la plupart des gens adhèrent à ce que souhaite faire Bruno Retailleau. Je vais évidemment mettre un bémol. On ne gouverne pas parce que la réalité des faits n'est pas celle-là. Quand vous portez ce qu'a fait la droite, le discours un peu bêta et borné de Bruno Retailleau, eh bien vous faites 5% aux législatives. Donc quand vous parlez d'une minorité de progressistes, les Français n'ont pas voté pour ça. Chaque fois que Marine Le Pen met en avant l'immigration et la sécurité, elle est toujours battue, inlassablement, inévitablement, à la présidentielle, une fois, deux fois, et Bardella. C'est pour ça que je ne voudrais pas que vous inversiez. Je voudrais que vous non, ça n'a rien à voir. Je vous assure juste que arrêtons de parler au nom des Français. D'abord, on ne gouverne pas avec les sondages, et deuxièmement, dans les faits, les Français ne vous donnent jamais raison. La sécurité n'est pas quelque chose qui vous fait gagner. Ça a même fait se faire étriller la famille politique de Bruno Retailleau. La vérité vraie.
c'est que les Français veulent, comme chère Françoise, bien sûr, sécurité, mais pas comme ça, mais pas comme ça, mais pas comme il le dit. Parce que vous allez m'étrangler, mais plus de places de prison. Enfin, je veux dire qu'à un moment donné, je suis d'accord. Moi, je suis pour qu'on construise des places de prison. J'arrête pas de le dire. En plus, ça va aider le BTP. Ah oui, non, mais je suis à fond là-dessus. Attendez, il faut être sérieux. C'est la gauche aussi. Je pense qu'à un moment donné, il faut quand même mettre un peu d'ordre et de sérieux. Allez, les amis. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Vous allez voir. On revient dans un instant après une longue bataille. Éric Ciotti quitte donc la présidence des Républicains. Son alliance avec le RN avait scindé le parti en deux en juin dernier. Alors parlons vrai. Est-ce le coup de grâce pour les LR tiraillés entre RN et Macron? Y a-t-il encore un espace politique entre les macronistes et le RN? Et à cette question, est-ce la fin de LR? Vous dites oui à 83%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et Guillaume Bernard est avec nous, politologue. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rebondis quand Éric Ciotti dit ils ont préféré une carrière personnelle en parlant de Bruno Retailleau et Annie Genevard. Est-ce qu'on peut dire la même chose de lui avec le RN à l'époque où on lui proposait Beauvau? Je pense que les stratégies personnelles jouent effectivement pour beaucoup, que LR espère pouvoir rebondir grâce à son réseau d'élus locaux au municipal de 2026, mais que pour autant, la grande nouveauté du gouvernement Barnier par rapport, c'est l'entrée des LR au gouvernement et que donc par conséquent on est dans une situation où soit les ministres LR réussissent et ça bénéficie à la grande coalition macronienne, soit ils échouent et dans ce cas-là c'est la fin définitive de LR. On en parle dans un instant, soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec ce trio pétillant, comme tous les jours. Ce quatuor avec Cécile de Ménibus, oui. Maîtresse d'école à ses heures perdues, le président de l'Institut Parole, Philippe Bilger, le président de l'USAP et de l'Institut des politiques locales, et la roturière, Françoise Degois. La présidente des forces populaires de gauche, et vous savez que ça, ça n'a pas de prix. Vous êtes toute seule alors. Non, mais 7 millions de voix. Je le répète, parce que comme le truc, on a perdu. On a perdu. Force et populaire. Bien sûr. Regardez là. De droite, vous savez que ça s'appelle la révolution conservatrice. On a un spécimen extraordinaire là en face de nous. Il est là, ça y est, il est au pouvoir. Regardez les petits yeux brillants et cruels de Philippe Bilger. Car il est au pouvoir. On peut tout dire sur Françoise Degois, mais il est d'une loyauté avec son camp. Moi, je dis chapeau. Je sais pas s'il faut la féliciter. Si, bien sûr. Est-ce qu'il faut appeler ça de la loyauté? C'est la bêtise, c'est ça. Non, pas bêtise, parce qu'on n'est pas méchant. On n'aime pas ce genre de choses. On n'aime pas dire des choses pas gentilles. Je reste calme, merci. Il y a tout de même des constances honorables. Il y a des constances discutables. Oui, il y a des constances pathétiques à droite aussi, mais on peut faire le débat toute la nuit. Est-ce qu'on peut reprendre une activité normale? Oui, mais bien sûr. On peut y aller? Vous me dites top, j'y vais quand c'est bon. Allez, on y va tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Je démissionne et c'est effectif à partir du 1er octobre. Il n'a pas tort, Éric Ciotti. Il y a officiellement 7 ministres qui sont des Républicains, mais il y en a 13 appartenaient jadis aux Républicains, donc ils sont à peu près une vingtaine sur 39. Politiquement, il prend acte du fait que les LR sont donc ont basculé dans le camp présidentiel. La marque LR est complètement morte. Il quitte les Républicains pour être à l'UDR, l'Union des droites pour la République. Puis je tourne une page et j'en écris surtout une autre. On peut dire aujourd'hui, avec ce départ d'Éric Ciotti, que finalement, les Républicains, ça n'existe plus. Éric Ciotti rend donc sa carte de LR. L'ancien président républicain dit quitter une équipe compromise. Plusieurs membres de son ancien parti font partie aujourd'hui de ce nouveau gouvernement, à commencer par l'ancien président des sénateurs LR, Bruno Retailleau et Annie Genevard. Alors parlons vrai. Est-ce que pour vous, les militants LR vont aller avec les alliés d'Emmanuel Macron ou rejoindre Éric Ciotti? Est-ce finalement l'aveu que le plus grand parti à droite est aujourd'hui le RN? Et à cette question, démission de Ciotti, participation au gouvernement, est-ce la fin de LR? Vous dites oui à 83%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité Guillaume Bernard est avec nous, politologue, auteur de ce livre Le mouvement d'Extrogir aux éditions d'Esclé de Breau.
Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger. Alors là, je pense qu'il doit être au taquet, Philippe. Depuis que j'ai le bonheur de participer aux Vraies Voix, et ça fait un certain temps, j'entends à peu près régulièrement, avec une sorte de volupté très jouissive, des animateurs nous annoncer dans les questions, est-ce que c'est la mort des Républicains ? Alors, heureusement, ce sont des moribonds qui sont encore vivant. Alors, pour Éric Ciotti, je crois qu'il n'a plus véritablement d'avenir pour deux raisons. D'abord, parce qu'il a trahi, il s'est trahi, et il a trahi, et il a menti. Et ensuite, je vois mal l'influence qu'il pourrait avoir aujourd'hui sur un univers bien au-delà de son cercle d'extrême droite. Pour le reste, je suis persuadé que la droite républicaine, puisqu'elle s'appelle comme ça maintenant, j'espère qu'elle arrêtera de changer de nom comme le macronisme, eh bien, je pense qu'elle a une place. D'abord, c'est miraculeux. Elle a cette importance aujourd'hui gouvernementale. Ensuite, il n'y a aucune raison, à partir du moment où elle a mis en place dans ce gouvernement des personnalités qu'on peut contredire, bien évidemment, mais qui ont une certaine valeur intellectuelle et morale, qu'elle échoue complètement. Et troisième élément, et c'est valable aussi bien pour les philosophies de gauche ou d'extrême gauche, on raisonne dans la question que formule Sud Radio comme si un certain esprit partisan pouvait disparaître à la commande. En réalité, il y aura toujours quelque chose qui, dans l'esprit public, rêvera de ce que j'appelle la droite républicaine. Vous avez fait 3 minutes 20, très exactement. J'ai regardé. Pour une fois, j'ai été un peu... Vous avez c'est pas grave. Pour une fois, il s'agit en moins de notre temps de parole. Mais là, je suis tout à fait en accord avec Philippe pour la même raison que, vous savez, le Parti socialiste, depuis des années, le Parti socialiste a réussi à doubler le nombre de ses députés. Il est passé de 30 à 66, qui était inimaginable. Donc, je crois, moi aussi, que les idées, les grands courants, la droite, elle s'est structurée. La droite orléaniste, ça vient de loin, en fait. Les grands courants politiques français ne viennent pas de Laurent Wauquiez, de Jean-Luc Mélenchon, du général de Gaulle ou de François Mitterrand. Ça vient de loin. Mais non, mais ça vient de loin, bien sûr. À gauche comme à droite, ça vient de Jaurès, ça vient encore une fois de leur léninisme. Donc, je ne crois pas, moi, mathématiquement, c'est très compliqué. Je suis d'accord avec notre politologue. Je pense que là, il y a une stratégie de boa constrictor d'un côté comme de l'autre qui peut leur faire très mal, parce que je pense qu'ils vont évidemment échouer, les ministres de droite. Mais la réalité que non, ça ne peut pas disparaître, ce courant-là. Allez. Moi, je pense, chère Cécile, que le sujet, il n'est pas le sujet d'Éric Ciotti. Le sujet, il est la guerre des chefs permanente aux Républicains, qui a succédé à la guerre des compétences. Je suis dans un territoire, Perpignan, regardez ce qui se passe quand même. La droite républicaine, entre guillemets, classique, avec quasiment tout, de Perpignan jusqu'à Toulon, ils ont quasiment tout perdu depuis quelques années. Et regardez le résultat des dernières législatives. Et ça va même plus loin que ça. Il n'y a même plus des militants qui sont juste écœurés, désespérés de cette situation. Donc la vraie difficulté, elle n'est pas de telle tête ou telle tête. La difficulté, elle est de d'arrêter cette guerre des chefs dans la droite républicaine, de se remettre à travailler, de remettre des compétences avec les militants de base et de regagner step après step, parce qu'on a tout paumé. On a tout paumé sur la droite républicaine. Allez, on y va. Guillaume Bernard, est-ce qu'il y a 6 mois, on aurait imaginé le patron des LR au Sénat à Beauvau? Sincèrement, on aurait dit ça, tout le monde nous aurait dit « Non, mais vous êtes complètement fou ». Non, c'est parfaitement exact. Simplement, il y a quand même des mouvements, des forces de gravité qui expliquent, je dirais, la situation dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire que le résultat aussi bien des européennes, quand on additionne les différentes parties qui sont allées dispersés au combat, lorsqu'on regarde les résultats des législatives, ça dégage quand même principalement 3 camps, non pas 3 blocs, mais 3 camps politiques qui sont plus ou moins friables, et ces 3 camps politiques font qu'aujourd'hui, ceux qui n'ont pas suivi Éric Ciotti dans sa stratégie d'alliance avec le Rassemblement
national, évidemment, ils ne peuvent que se rapprocher du macronisme, avec cette idée que puisqu'Emmanuel Macron ne peut pas se représenter a priori, je dis bien a priori, en 2027 à la présidentielle, bien c'est eux qui vont ramasser la mise, et ils espèrent pour cela que la réussite de leur ministre et les élections locales, les municipales en 2026, leur permettront de rebondir. Cela étant dit, que une tendance politique de droite modérée, comme l'a dit Philippe Bilger, puisse continuer à exister, c'est parfaitement vrai. Mais qu'en revanche, l'organisation partisane qui est LR puisse continuer à exister en étant écrasé entre, d'une part, la coalition macronienne et de l'autre côté, le Rassemblement national qui, à lui tout seul, pèse 30%, ça, en revanche, ça me paraît beaucoup plus problématique. Je mets un Guillaume, il y a bien ce socialisme municipal comme il y a la droite municipale, mais c'est pas ça qui fait regagner. Je rejoins ce que dit François Rivière. À l'époque, j'étais sur une autre radio, j'ai beaucoup suivi Nicolas Sarkozy, la reconquête de Nicolas Sarkozy, 2005, il est voué aux hégémonies, bon, bien avant qu'il revienne au gouvernement, il est voué aux hégémonies, c'est le traître, etc. Et j'ai vu Nicolas Sarkozy pendant 2 ans s'enfermer avec Emmanuel Mignon, avec Henri Guénaud et se mettre à travailler sur les idées pour construire la droite populaire. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais il l'a fait par un travail idéologique. Et moi, je pense que la ne disparaîtra pas si elle se remet au travail idéologique. Ça réagit au 0826 300 300 direction Mont-de-Marsan. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Philippe, bonsoir Philippe, bonsoir Cécile, bonsoir Bonsoir. Et je vais éviter de demander à Monsieur Rivière le résultat de l'USAP ce week-end. Je n'ai pas trop suivi, mais je pense que ce n'est pas bon. Ah, Mont-de-Marsan qui nous chatouille. Mais c'est gentil, mais on a dit qu'on ne faisait pas une émission sur le rugby. Même si j'ai rappelé tout à l'heure qu'on allait baptiser ma nouvelle pelouse samedi, c'est très important, et qu'aujourd'hui j'ai l'anniversaire d'un de mes joueurs, Louis Dupichot, que j'embrasse, parce qu'en plus c'est un jeune papa. Mais je peux discuter un peu de rugby, Cécile. Allez, Ludovic. Mais je parle des territoires. C'est les territoires. C'est la France profonde. On écoute Ludovic. Justement, parlons de territoire. Il ne faut pas oublier que les LR, par leur personnalité, sont bien intégrés dans les territoires et donc par rebond également au niveau du Sénat. Donc ils ne sont pas clairement morts. Là où c'est beaucoup plus compliqué pour eux, c'est d'un point de vue national, sur la politique nationale. On peut parler du traité de Lisbonne, qui a été un déni démocratique et qui a fait énormément de mal, mais si on remonte en arrière, je pense que la fusion du RPR et de l'UDF, si mes souvenirs sont bons à l'époque, ont entre guillemets absorbé l'héritage gaulliste du RPR au sein d'un bougli-bouga, avec une politique entre guillemets beaucoup plus axée sur l'européisme, le progressisme, et ça fait énormément de mal au fondement même de la droite de l'époque, aux idées pas encore véhiculées par Philippe Seguin ou par Charles Pasqua et Seguin. Donc, aujourd'hui, la plupart des militants se retrouvent entre guillemets, les idées de RPR se retrouvent entre guillemets au RN, bien qu'on cautionne pas ce parti. Ludovic, restez avec nous. Guillaume Bernard, ce qu'a dit notre auditeur et ami Ludovic de Mont-de-Marsan, ça m'a rappelé une citation de Charles Pasqua qui disait le RPR fournit les militants, l'UDF fournit les élus. Est-ce que quelque part, l'UDF a pas fourni les idées à l'UMP et que ça explique pourquoi aujourd'hui l'UMP ou LR c'est devenu la même chose que la République en marche ou EPR, pardon? C'est un peu plus compliqué que ça parce qu'à l'UDF, il y avait à la fois des centristes libéraux, européistes, démocrates chrétiens, et en même temps, il y avait quand même toute une partie de droitards, pourrait-on dire, qui ne voulaient pas être au RPR parce qu'ils n'étaient pas gaullistes. Bon, mais il est vrai qu'évidemment, la fusion UDF-RPR pour créer l'UMP qui devient ensuite LR a évidemment favorisé un recentrage du parti politique, hormis lors de la campagne, ça a été dit par François tout à l'heure, hormis lors de la campagne de Sarkozy en 2007, bien sûr. Il avait redroitisé le parti pour siphonner le FN de l'époque. Philippe, à votre avis, Guillaume, pour faire une sorte de synthèse entre Françoise et
et François Rivière, est-ce qu'au fond, ce qui manque, est-ce que la droite aujourd'hui manque à la fois, j'ose le dire, d'idées, parce que la campagne de 2007 de Sarkozy a été éblouissante, et manque d'incarnation. Est-ce que vous croyez que demain, elle pourra redresser cette barre? Oui, parce que c'est un cycle. Moi, je pense que, sincèrement, que lorsque l'on participe à une équipe gouvernementale, comme le disait Chevènement, soit on ferme sa gueule, soit si on est obligé de partir. Et que donc, aujourd'hui, LR s'est quand même mis dans une situation extrêmement compliquée de devoir être solidaire de l'ensemble de l'action gouvernementale. Or, les postes régaliens, hormis l'intérieur qui est tenu par Retailleau, est objectivement quelqu'un de droite et qui s'assume de droite. Tous les postes régaliens, c'est-à-dire les finances, l'Europe, les affaires étrangères, sont quand même tenus par des gens qui sont véritablement sur la ligne Macron, donc une ligne de coalition centriste et pro-européenne. Et donc dans ces conditions, je vois mal comment LR pourrait, sauf à quitter le gouvernement, eh bien affirmer sa propre position. C'est pour ça que je disais qu'on était quand même plutôt dans une période de fusion-absorption qu'autre chose. En revanche, c'est vrai que Laurent Wauquiez a refusé de rentrer, je dirais, au gouvernement, qu'il est l'incarnation, je dirais, de ces LR, une position de droite, sans pour autant faire alliance avec le Rassemblement national, contrairement à Éric Ciotti. Et que effectivement il va être dans une position quelque peu compliquée. Je rappelle quand même, c'est assez logique que LR soit susceptible de participer à un gouvernement avec Renaissance ou La République En Marche ou EPR, enfin on sait pas comment les appeler, dans la mesure où évidemment ils ont joué le jeu du Front républicain contre le Rassemblement national. Donc dans ces conditions-là, ça ne paraît pas totalement étrange que l'on arrive à cette situation. En revanche, moi je maintiens que la distorsion qui peut y avoir aussi bien pour le Parti socialiste que pour LR entre, je dirais, sa réelle et très forte implantation locale et d'autre part le fait qu'ils ne sont plus les organismes, les organisations qui mènent véritablement les coalitions gouvernementales, ça reste quelque chose d'important qui peut permettre à un parti politique de continuer à exister, mais encore faut-il être capable d'avoir un candidat au deuxième tour de la présidentielle. Or, sincèrement, aujourd'hui, ni LR ni le PS ne sont en capacité d'accéder, pour l'heure en tout cas, au deuxième tour de la présidentielle. Merci beaucoup Guillaume Bernard, politologue, auteur du livre Le Mouvement d'Extrogir aux éditions Desclés et Brouwer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Philippe Bilger. Merci François Rivière. La pelouse ce week-end. François Rivière. Et Louis Dupichot, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Vous l'avez pas oublié. Calimero, mais je vous dis Calimera pour ce week-end. C'est bon. Salut les amis. Merci Cécile de Ménibus de toujours me défendre dans cette arène avec ces fauves sans hâte. Je vous aime. J'adore venir vous voir. Comme on dit. Voilà, merci beaucoup. Les vraies voix citoyennes avec Philippe David. Et n'oubliez pas cette nuit du rugby. Absolument. C'est sur Sud Radio à partir de 20h. Mais tout de suite, les vraies voix citoyennes. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.